Aujourd'hui, nous allons parler de La vie heureuse de David Fuenquinos. Alors, pour la petite histoire, j'ai rencontré David à, à la Foire du Livre de Bruxelles 2024 et c'est un auteur adorable qui a accepté de se plier au jeu des photos avec moi et j'ai une magnifique photo de nos jambes. Donc David, si tu regardes cette vidéo, je te remercie pour ce grand moment qui était vraiment très très chouette. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes et au beau chapeau pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, je vais te chroniquer La vie heureuse que j'ai eu l'occasion d'acheter auprès de David. Il me l'a dédicacé et je l'ai lu et je vais t'expliquer ce que j'en ai pensé. Au niveau du résumé, jamais aucune époque n'a été autant... pardon, on va recommencer. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. David Fuenquinos est l'auteur de nombreux romans dont La délicatesse, Les souvenirs ou Le mystère Henri Pic, tous trois adaptés au cinéma. Ses livres sont traduits dans plus de 40 langues. Son roman Charlotte a reçu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2014. Alors comme je ne suis pas une bonne lectrice, c'est le premier roman de David que je lis. Bon, bien sûr, j'avais beaucoup entendu parler de lui. Et là, j'étais à la foire du livre. Et comme là, j'y étais vraiment allée en touriste. Quand j'ai appris qu'il était là, j'ai couru pour aller le voir. J'ai eu, comme je disais, la grande chance de lui parler et de faire des photos avec lui. Et je lui ai acheté un autre livre qui est, justement, on en parle, La délicatesse. Donc, si tu veux continuer à regarder mes chroniques, justement, si tu apprécies cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, comme ça va aider à son référencement et à sa visibilité. Et si tu veux voir ma chronique prochaine sur la délicatesse, abonne-toi et active la cloche. Comme ça, tu pourras voir cette nouvelle chronique. Alors, au niveau du genre de ce livre, c'est un roman complètement contemporain où on parle de justement des présidents surtout français de notre époque 2024, puisque Emmanuel Macron est toujours président. Et donc nous avons notre protagoniste, Eric, qui va aller travailler dans un cabinet comment dire, qui est très proche du président. Mais je ne t'en dis pas plus. Alors au niveau de la partie narrative, donc c'est Eric qui travaille à Decathlon, qui a gravi les échelons et ça se passait très bien. Et il est contacté par Amélie Mortier, qu'il a connue au lycée. Il a été même dans sa classe, mais il s'en rappelait pas plus que ça. Et elle le contacte pour venir travailler avec elle. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il quitte tout et il part travailler avec elle. Et de cette décision va s'ensuivre un changement de vie assez radical et surtout un changement d'attitude. Et c'est ça c'est ça l'objet du livre, La vie heureuse. Et donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de Eric? Eh bien, que c'est une personne assez passive jusqu'à maintenant. Il a trouvé cet emploi à Decathlon, il s'est marié, il a eu un fils qu'il ne voit pas très souvent. Et en gros, avec son ex-femme, elle l'appelle en lui disant: «Ah oui, alors, voilà, on part à Noël, on part, dans les Antilles et j'emmène le petit, c'est un ado, hein, maintenant, voilà, tu d'accord, t'es pas d'accord?» Il est mis devant le fait accompli et il sait qu'il passera, une fois de plus, pas Noël avec son fils. Voilà pour, décrire un petit peu le personnage. C'est vrai que personnellement, il m'a fait un peu mal au cœur parce que je me dis: «Mais quand même le pauvre, en gros, c'est un peu les gens qui décident pour lui et tout, avec sa mère, ça se passe pas non plus extrêmement bien», voilà. Comment ça va se passer avec Amélie, qui est quand même une femme assez carriériste, très dirigiste? On se dit: «Il va se faire manger tout cru». C'est comme ça que je l'ai vu moi. Et donc, bien sûr, il va évoluer par rapport à cette décision et par rapport au rôle qu'il va tenir avec Amélie, parce qu'il va vraiment être son collaborateur direct et quasiment son bras droit, quoi. Et
à un moment, ils vont partir donc pour un voyage de représentation pour obtenir un très très gros contrat en Chine. Et là, ça va pas très bien se passer. Et de là, il va décider de changer complètement sa vie. Je n'en dis pas plus, hein, pour savoir la suite, il faut le lire. Mais par contre, j'ai trouvé ça super intéressant parce que il vit une expérience qui est alors très malaisante, mais en même temps, si on la vit à fond et qu'on est honnête vis-à-vis de soi-même, peut donner le petit coup de pied au fondement qui va bien. Je m'explique. Donc, il va aller vivre. Ah non, c'est même pas en Chine, c'est en. Bref, lis le bouquin, tu sauras. C'est dans un pays asiatique, parce que je crois qu'en plus, je me suis complètement plantée, c'est pas du tout en Chine, c'est dans un autre pays asiatique. Mais bref, soit. Il va vivre sa mort. Et donc, on se dit, mais attends, mais il faut être taré pour se mettre dans un cercueil et s'imaginer mort et voir comment ça se passe. D'un côté, oui, mais d'un autre, pour les gens qui sont pas bien et qui se disent je veux changer, alors le coup de je change, paf, aujourd'hui je suis comme ça, demain je suis comme ça et tout va bien, youpi tralala, personnellement j'y crois pas. Je travaille beaucoup sur mon développement depuis quand même pas mal d'années et donc je me fais coacher régulièrement pour évoluer dans différentes parties de ma vie parce qu'il y a un moment j'ai dit stop, on arrête, ça ne va pas, j'ai pas envie de faire un burn-out, donc je vais me faire accompagner par quelqu'un pour faire un point et pour voir ce qui ne va pas et qu'est-ce que je change. J'ai fait ça en 2021, j'en ai encore les effets maintenant parce que il y a des processus qui sont longs, il y a des habitudes qu'on a du mal à retirer et puis, il y a des manières de penser, il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous qu'on a du mal à les faire partir et même en utilisant, de la dynamite ou du TNT, par moment, on voit quand même qu'il y a des petits résidus qui doivent encore être retirés, que ce soit par rapport à notre éducation, par rapport au rôle qu'on nous attribue, la société, l'école, le boulot, la famille, les conjoints, j'en passe, parce que là, je parle aussi du cas de Eric. Et du coup, il y a des choses aussi qu'on a en nous et où on se fourvoie complètement, mais tant qu'on n'a pas pris la claque qui va bien, voilà, il y a des choses qui restent comme ça. Et même quand on décide de changer les choses, ça peut prendre du temps. Moi, régulièrement, je dis que je suis un diesel parce que je suis quelqu'un qui est hyperactive, qui est extrêmement dynamique, oui, pour certaines choses. Mais pour d'autres, quand on va commencer à gratter ce qui dérange, là, ça prend beaucoup plus de temps. Et Eric, lui, il va aussi avoir des choses comme ça qui vont changer, mais où on voit qu'il y a quand même des trucs qui sont bien ancrés et qui va avoir du mal à changer aussi vite qu'on pourrait le croire. Par contre, j'ai fait, grâce à Sandrine, Sandrine Larive de Kyriel, que je te recommande pour un coaching, j'ai écrit mon éloge funèbre et alors, à différents niveaux, par un ami, par la famille et puis je ne sais plus. Alors, c'est vrai que sur le coup, ça fait bizarre, hein, mais en même temps, tu te dis: «Bon, voilà, moi je suis morte, donc après c'est pour voir ce que les gens pensent, comment ils me décrivent et comment moi je me vois à travers leurs yeux et quelles traces j'ai pu laisser». Et c'est quelque chose qui est super important, je trouve, et c'est vraiment le message de ce livre. C'est, voilà, tu es sur Terre pour un temps défini. Alors après, que tu crois à la réincarnation ou pas, ça c'est encore un autre débat, mais par contre, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et est-ce que, à la fin, quand tu es sur ton lit de mort, ou quand tu es dans ton cercueil, tu peux dire, j'ai eu la vie que je voulais mener, et en fin de compte, quand je fais le bilan, j'ai eu une vie heureuse, l'objet du bouquin. Voilà. Et donc Eric, lui, va vivre cette expérience qui va vraiment le bouleverser et qui va lui faire prendre des décisions très importantes dans sa vie et qui va le faire partir sur un chemin. Ça va être toujours le même Eric, mais le Eric qui a pris le petit coup de pied qui va bien et qui lui permet de réagir à certaines choses
à certains comportements et de changer ces choses qui le dérangeaient. Au niveau au niveau du fond et de la forme, je l'ai lu extrêmement vite. J'étais en vacances et donc je l'avais pris sous le bras en me disant: «Tiens, je vais le lire en vacances» et heureusement que j'en avais pris un autre parce que, bah, en fin de compte, voilà quoi, je l'ai dévoré, bzou. Je crois qu'en 2 jours, il était terminé. Alors oui, d'accord, il est pas super épais, mais quand même, c'est pas parce que c'est un bouquin qui n'est pas très épais que ça peut pas laisser beaucoup de traces et c'est quand même un livre de 205 pages, ce qui est pas négligeable. Alors oui, d'habitude, je peux lire aussi des livres, beaucoup plus épais, comme celui-là. Donc 205 pages pour moi, c'est pas non plus, un livre très très gros. Mais par contre, c'est pas parce que il y a pas enfin c'est voilà, il y a une certaine épaisseur, que ça laisse pas des souvenirs particuliers et que ça ne donne pas une superbe leçon de vie. C'est surtout là-dessus que je veux en arriver. Donc avec mon avis explicite, c'est parce que mon avis implicite, tu l'as eu tout le long de la chronique, c'est une très très chouette leçon et quelque part, personnellement, ça m'a confortée dans tout mon cheminement où je me suis dit, bah voilà, on a alors la Laure, parce que derrière Gracieuse, il y a quand même une nana qui s'appelle Laure, hein, comme on a vu sur la dédicace. Maintenant, je fais dédicacer à mon nom civil. Voilà, c'est plus au nom de Gracieuse, c'est à mon nom civil parce que, après tout, c'est aussi moi qui lis le bouquin. Et donc, bah, on avait la Laure de 2021 qui n'est pas la Laure de 2024, qui ne sera pas la Laure de 2026, par exemple. Et ben là, on a le Eric de 2020 qui ne sera pas le Eric d'après cette expérience. Je pense que toi, lecteur, lectrice, lectrice, tu pourras aussi te dire, tiens, avant de lire ce livre, voilà où j'en suis, tu t'amuses à te faire un petit bilan de ta vie, tu lis le bouquin, et après, tu fais ton éloge funèbre ou tu vois, en réaction par rapport à ce que tu vas lire dans ce livre et te dire, tiens, qu'est-ce que j'en tire comme leçon et qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Pas forcément des gros pas, hein. Moi, je crois aussi beaucoup à la méthode des petits pas. Comme je disais, je suis un diesel et il y a des choses qui ne sont pas révolutionnées comme ça d'un coup parce que bah, c'est pas si simple. Mais par contre, petit à petit, bah, tu t'aperçois que ouais, j'ai quand même amélioré des choses dans ma vie et c'est bien. Et donc, d'où l'utilité aussi de se féliciter de temps en temps par rapport à ce qu'on fait. Alors, je vais lire un petit extrait que je vais chercher. Euh, Parce que je n'ai pas pris le temps de regarder. Je voulais vraiment rester dans le jus de l'histoire, donc j'ai pas commencé à préparer, écrire une chronique ni rien. La chronique écrite arrivera un petit peu plus tard sur Babelio comme d'habitude. Et bah, je vais faire une petite pause pour retrouver. En même temps, pendant que je cherchais, c'était en Corée, c'était pas en Chine. Mes excuses aux personnes d'origine chinoise qui regarderont cette vidéo. Ce qu'il y a, c'est que j'ai cette triste habitude de, quand ça se passe du côté de la Chine, de faire un méchant mélange. Mais non, c'est pas du tout en Chine, c'est en Corée, c'est beaucoup plus au sud. Voilà. Alors, pour mon petit extrait, Éric Kerson n'a jamais oublié la joie d'être devenu père, une joie qui a surpassé toutes les autres dans sa vie. Pourtant, il éprouvait le regret de n'avoir pas été assez présent auprès de son fils. Il a aussi eu le bonheur d'avoir des parents merveilleux et aimants. Il a souffert de ne pas avoir pu retrouver sa mère. Il pouvait être fier de son parcours professionnel, mais son mal-être a souvent fait de lui un être absent au monde. Voilà, ça c'est comment euh, l'épitaphe qu'il écrit quand il va faire son expérience de mort dans dans cette entreprise qui s'appelle Happy Life, une vie heureuse en français. Et donc, j'ai trouvé que, en effet, c'était très juste par rapport au personnage. Et alors, un être absent au monde, c'est vraiment comme ça qu'il démarre. Et alors, le truc, c'est que personnellement,
cet avis n'engage que moi, mais il y a vraiment des gens qui sont comme ça, qui sont absents au monde. Soit parce qu'ils se laissent absorber par plein de choses, par plein d'impératifs de la société. Il faut être, alors je prends par exemple mon cas en tant que femme, il faut être une maman, une amante, une super employée, une superwoman, hein, et tout ça, tu arrives à gérer ça en 24 heures dans une journée. Yes! Parce que d'un côté, tu as les diktats de la société où tu dois être extrêmement bien maquillée, faire du sport, bien tenir ta maison, être une excellente cuisinière, une super maman qui passe du temps avec ses enfants et qui reste plus tard au boulot parce que le patron a besoin de toi. Yes, bien sûr. Et bien sûr, bah, t'en as qui essaient de rentrer dans le moule et à un moment, bah, tout ça, ça explose. Et il y en a qui subissent et qui sont des êtres absents au monde. Et bah, je trouve ça triste pour eux et je trouve que justement ce genre de bouquin peut-être peut faire réagir en te disant tiens, si je me mettais dans les chaussures d'Éric et que je comparais ma vie à la sienne et peut-être avoir la petite claque aussi derrière la tête qui fait que tu te dis ah ouais non mais non, il y a quand même des choses qui vont pas. Et bah, je vais peut-être jeter certains magazines ou arrêter d'écouter certains apéritifs qui ne me conviennent pas à moi et plutôt pour appliquer d'autres et ne arrêter de se culpabiliser de ne pas être tac 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 parce que bah on peut pas être tous en même temps. Ou alors on est 5 personnes. Bah si on est 5 personnes, d'accord, mais autant de temps dans la journée. On peut pas être tous en même temps dans la journée, pas possible. Voilà. Donc ah oui, mon personnage préféré, euh, eh ben c'est Amélie. Alors quand tu auras lu le livre, tu vas dire mais elle est con elle ou quoi? Pourquoi Amélie Je m'explique. Parce que oui, Amélie c'est une carriériste. Et c'est vrai que d'ordinaire, je n'ai pas forcément l'habitude de défendre mes congénères, mais dernièrement, je me suis aperçue que bah, si moi-même déjà je commence à véhiculer des choses qui sont pas forcément sympas pour les autres femmes, je vais entretenir aussi ce mythe de la femme qui peut être une gentille icône ou alors qui va être une méchante carriériste qui bouffe tout le monde, etc. Et c'est pas forcément très sympa déjà pour elle, parce que ça peut être des femmes en souffrance, comme Amélie, par exemple. Parce qu'on s'aperçoit que oui, elle a un super poste au niveau communication des entreprises, ou je me rappelle plus précisément le truc, mais oui, c'est vrai, elle a un super poste au boulot. De ce qu'elle dit, sa vie perso, merveilleux, tout se passe bien. Et en fin de compte, bah, pas tant que ça. Et je viens de m'apercevoir que je suis en train de parler d'Amélie, mais j'avais celle-là, elle est belle. Faute diplomatique, bonjour. C'était pas Amélie que je voulais citer, c'était son mari, Laurent. Alors c'est pas grave, je termine sur Amélie. Mais pauvre Amélie, malheureusement, tu vas te faire damer le pion par ton mari, Laurent. Donc Amélie, oui, bah, elle affiche énormément de choses et elle donne beaucoup d'apparences. Je parlais juste avant des apparences qu'on veut garder, etc., de tous les dictats de la société. Elle est vraiment victime de tout ça et c'est triste pour elle. Parce que du coup, bah oui, quand elle est tout le temps au boulot, qu'elle arrive la première, qu'elle repart la dernière, qu'elle travaille sur des dossiers le week-end et tout, il y a un moment où la vie familiale en pâtit, sans blague. Et bah justement, Laurent qui lui dame le pion. Désolée Amélie, je t'ai défendu, mais bah, Laurent, lui, déjà c'est un écrivain. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit oui, il y a Amélie, oui, mais il y a quand même Laurent et tout. Et donc, bah non, mais je préfère mettre Laurent comme personnage préféré. Alors, il va falloir que je fasse une pause pour trouver les titres de ces deux romans, parce que j'ai adoré les titres. Franchement, ça m'a fait rire. C'est un peu comme... c'était comment Ah, je me rappelle plus des titres. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Ou alors, c'était Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, désolée. Encore une autre faute diplomatique, ce ne sera pas la dernière. Et je remettrai son nom en description, ce sera plus facile. Et donc, il y a aussi
avec la salade verte de, c'était Raphaël Giordano, si je me trompe pas. Enfin voilà, des noms comme ça, un peu, alors interpellants, hein, ça c'est sûr, mais et je pense que l'auteur dans ce livre s'est marré aussi avec les titres. Je vais faire une petite pause pour le retrouver parce que je trouve que les titres des deux bouquins valent quand même le détour d'être cités ici. Alors déjà, Les yeux jaunes des crocodiles, c'est de Catherine Pancol. Toutes mes confuses pour ne pas avoir retenu son nom de famille. Et par rapport aux deux romans de Laurent, donc nous avons Le désespoir des huîtres et nous avons c'est Je vais bien, le deuxième roman. Et Laurent, donc, il est prof de français, je crois. Et donc, bah, il écrit un livre, Le désespoir des huîtres, qui n'a pas très très bien fonctionné. Il en écrit un autre, Je vais bien, et l'auteur qui nous fait des petits, comment, qui nous fait des petits commentaires comme ça, nous annonce déjà qu'il n'aura pas plus de succès ce deuxième roman que le premier. Donc oui, j'avais oublié de parler de ça, mais il y a aussi des petits commentaires en dessous. Par exemple, celui-là, peu d'hommes avaient vu autant de larmes que lui dans leur vie. J'avais oublié d'expliquer, mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, il nous parle, par exemple, de mon fameux Laurent, là, l'ami, enfin mon ami, mon personnage préféré, l'ami auteur, et il nous dit que voilà, il va faire une dédicace en librairie et tout, qu'il y a plein de gens qui sont là et tout, il signe plein de dédicaces de partout, c'est génial. Donc toi, tu te dis, ah bah c'est cool, son deuxième livre va connaître du succès, il va peut-être pouvoir commencer à se lancer vraiment. Et t'as l'auteur en dessous, petit commentaire, bah non, il n'y aura pas plus de succès que le premier. Et donc, c'est pas gentil pour Laurent. Tout ça pour dire que c'est lui qui m'a touchée parce que, bah, en tant que papa, il s'est énormément occupé des enfants. Je crois qu'ils ont 2 filles avec Amélie. Il s'occupe des enfants, il s'occupe de la maison, de la popote et tout pour permettre à sa femme vraiment de développer sa carrière. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les couples et ce qui est énormément dénoncé maintenant. Mais enfin, entre le fait de le dénoncer, oh là là, c'est pas bien, hein, sur les réseaux sociaux et compagnie ou dans les articles de magazines, et le fait de l'appliquer au quotidien, en général, il y a un léger fossé, léger. Et donc, bah, c'est ça déjà que j'ai apprécié chez ce personnage. Et puis, en plus, en tant qu'écrivain, hein, comme moi, comme David Fuenkinos, enfin, moi je suis largement moins connue que David, et surtout pas traduite du tout dans aucun autre pays. Enfin, après, pas encore, hein, qui sait. Et je connais la difficulté de publier un bouquin, de le faire connaître au grand public, même dans une dédicace en librairie, même si tu as fait une super communication et tout, machin, bah ouais, mais t'es pas forcément quelqu'un qui est encore beaucoup connu sur la toile, donc bah, les gens font même pas comment dire, font même pas le déplacement pour venir te voir. Même dans leur librairie habituelle, tu vois, ah bah non, bah, oh bah j'irai un autre jour, hein. Ah ouais, mais toi, t'as quand même beaucoup travaillé sur ton bouquin, donc voilà. Et du coup, voilà, je pense que je me suis beaucoup identifiée à Laurent, notamment bah, par rapport à cette carrière d'écrivain. Et parce que le pauvre, j'espère qu'il en écrira un troisième, que le troisième aura du succès. Voilà, pour conclure à propos de Laurent. Alors, à recommander à qui? Alors moi, je dirais un peu à tout le monde, parce que j'ai trouvé ce roman particulièrement génial. Il s'adresse à tout le monde. Alors, je vais pas tomber dans la bienveillance habituelle de oui, mais maintenant on essaie d'écrire, on inclut tout le monde et tout. Non, c'est juste que c'est vraiment adressé à toute personne qui a envie de passer un bon moment aux côtés de Eric et de Amélie, qui va certainement se reconnaître soit dans un personnage, soit dans une phase de vie, parce que ça balaye le divorce, ça balaye les relations conflictuelles avec les parents, avec les conjoints, les anciens conjoints, etc. Donc on a plein de thématiques globales qui sont abordées, et on a aussi cette thématique par rapport à si tu devais mourir demain et que tu devais écrire ton épitaphe, bah, qu'est-ce que tu écrirais? Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Ou de comment voudrais-tu qu'on se rappelle de toi? Je trouve ça super important aussi. Donc voilà. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique.
et merci d'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux, et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs, et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo, et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne, sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais
J'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.